Yo! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, étant donné que vous avez été nombreux à me demander de filmer un petit peu plus mon processus de recherche quand je crée des objets pour le cinéma, je me suis dit qu'on allait faire ça, mais pour que ce soit plus cool, on va faire un objet que j'ai envie de faire depuis un petit moment. Dans le cinéma, on est souvent amené à faire des faux papiers d'identité, et pour vous dire la vérité, c'est de plus en plus difficile d'en reproduire. Les processus d'impression aujourd'hui sont hyper développés. Et puis je vous avoue que je me voyais mal vous faire une vidéo on crée des faux papiers d'identité. J'ai pas envie que je sois affichée quelque part pour faire ça et pour vous faire un tuto de comment faire des faux papiers. Mais j'avais quand même envie de vous montrer à quoi peuvent ressembler et comment on crée surtout des papiers d'identité pour le cinéma. Donc on va s'occuper aujourd'hui de cartes d'identité françaises datant de la Seconde Guerre mondiale. C'est des vrais merveille en termes de graphisme parce qu'il y a des typos qui sont incroyables, il y a beaucoup de choses faites à la main, il y a des choses qui sont faites à la plume, il y a des tampons, il y a des empreintes, enfin bref, c'est hyper texturé comme objet, donc je pense qu'on peut vraiment s'amuser à en faire aujourd'hui ensemble. Je vais vous montrer tout ça, j'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti. Pour commencer, on part du principe que dans le scénario, je sais que j'ai une carte d'identité à créer dans les années 1940. Donc, premier truc que je fais, c'est assez simple, hein. Je vais juste regarder à quoi ressemble une carte d'identité. J'aime bien aller sur les sites des archives parce que on est sur des trucs qui sont plutôt référencés, quali, et surtout où j'ai des sources qui sont plutôt sûres. En 1940, le gouvernement de Vichy rend obligatoire pour tous les Français de plus de 16 ans la carte d'identité. Waouh, ça c'est cool. Déjà, on peut voir en termes graphiques, comme je vous disais, qu'on a des choses vraiment intéressantes, que ce soit en termes de couleurs, en termes de patine aussi. Je vous montrerai comment on vieillit les objets. J'aime beaucoup aller sur eBay quand je cherche des trucs pour le cinéma, parce que pour le coup, eux, ils ont des choses qui sont hyper bien prises en photo. Le seul truc qui nous manquerait, c'est les dimensions pour pouvoir le reproduire, mais là, je peux presque le reproduire directement. Là. Ouh, ça j'aime bien. Alors, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi j'aime bien. Déjà, première chose, patine intéressante, typographie plutôt impactante, j'aime beaucoup. On dirait une Futura, elle est trop belle. Bref, il y a un timbre, du coup ça nous rajoute de la matière. Par-dessus un tampon, l'intérieur est très intéressant en termes de composition. T'as vraiment d'un côté toutes les informations, de l'autre les trucs un peu plus graphiques avec la signature, les empreintes. La photo elle est géniale. Qu'est-ce qui se passe en Savoie en 1944 ? Le samedi 19 août 1944 à 10h, la Haute-Savoie est le premier département de France libéré par lui-même. Il devient une terre libre en milieu d'une zone d'occupation allemande. Est-ce que c'est pas beau, franchement, de faire cette carte d'identité pour ces raisons-là aussi? Continuons. Ça m'a l'air plutôt identique. Il manque le timbre fiscal à l'avant et la photo d'identité, mais en termes d'information, ici, on est plutôt similaire. Je crois qu'on peut partir là-dessus. J'ai mes 3 refs, je vais venir me télécharger ces images-là. On va pouvoir analyser ensemble tout ce qu'on a en termes de typographie, en termes de couleurs, en termes de dimensions. C'est vrai que là, j'ai pas encore cherché les dimensions, mais il va falloir que je les trouve pour pouvoir créer mon document aux mêmes cotations, aux mêmes cotes, à la même taille, à la même dimension. Bref, vous m'avez comprise. Donc je vais faire ça. Je vais trouver aussi les éléments comme les timbres que vous voyez juste là. Le timbre, ça c'est un truc qu'on va devoir imprimer aussi, donc il va falloir que je le retrouve. Avec un peu de chance, quelqu'un l'aura scanné en bonne qualité. Vous voyez, typiquement c'est ça qu'on veut, mais on veut le même. Hop, vous savez quoi, je vais mettre ça. Voilà, tout simplement. Détail du produit, je l'ai pas vu, mais ça se trouve c'était écrit. Détail du produit, il n'y a pas écrit. Est-ce que si on retourne sur celle qu'on a, il y a peut-être écrit... Il y a écrit 12,5 par 8. Ok, super. Donc ça va nous permettre de créer notre fichier. 12,5 par 8, ça fait quoi? Et on a aussi un truc, c'est qu'il va falloir qu'on fasse notre photo, notre portrait là. Bon, maintenant qu'on a toutes nos références, on va commencer sur Photoshop à recréer tout ce qui
à l'époque étaient imprimées. Je commence par mettre les lignes extérieures qu'on a sur notre ref, le cadre, et comme vous le voyez, on n'a pas un cadre qui est uniforme. Donc pour ça, je ne vais pas utiliser l'outil rectangle sur Photoshop qui me ferait un trait qui serait beaucoup trop droit et beaucoup trop uniforme dans l'encre. Je vais venir récupérer un vieux document qui date de 1800, tout simplement parce que c'est un scan qui est fait et je sais que j'ai un cadre qui est un petit peu similaire à ça. Et en changeant un petit peu l'exposition, un masque de fusion et en le mettant avec un seuil, ça finit par être exactement ce que je recherche, à savoir un tracé qui n'est pas totalement homogène et justement où on a des petites aspérités qui sont assez intéressantes. Là je continue avec les typos et c'était assez simple parce que j'ai reconnu direct la typo principale qui était une Futura pour la mention carte d'identité. Généralement j'arrive à reconnaître les typos qui sont utilisés et quand c'est pas le cas je vais venir un petit peu chercher, faire défiler mes typos. La plupart du temps, quand c'est des papiers officiels comme ça, les typographies, c'est des typographies un peu pionnières, donc c'est assez simple à retrouver. Là, je me suis dit qu'on était proche d'une Garamond, mais celle que j'avais sur mon ordi était pas exactement la même. Donc je suis partie sur Adobe Font et j'ai retrouvé différentes variantes de Garamond et j'en ai vu une qui, même si elle n'était pas exactement la même, se rapprochait très fortement de celle que j'avais dans le document, donc j'ai choisi celle-ci. Pour finir ma couverture, je viens mettre un petit calque par-dessus qui est un assez bon tips. Là c'est l'un de mes secrets que je vous livre, je vous le dis, mais je le fais pas à chaque fois, mais généralement ça fonctionne plutôt bien. En fait je viens mettre un calque effet un peu encrier, où tu vas avoir comme s'il y avait de l'encre qui avait été imprimée au rouleau, enfin ou imprimée sur toute une feuille blanche. Et quand on a tout de près, je vais enfin pouvoir m'attaquer à la photo. J'ai pris quelques photos en essayant de me mettre un petit peu dans le personnage et je viens les retravailler pareil sur Photoshop. Ça me permet d'avoir justement une photo qui fait beaucoup plus d'époque. Après, je vous avoue, avec les rêves que j'avais trouvés, il aurait fallu que j'ai des bigoudis et j'avais pas ça avec moi. Quand on a tout ça, je vais préparer mon fichier d'impression sur A4 parce que c'est plus simple à gérer avec mon imprimante, ma petite imprimante Goofy. D'ailleurs, oui, et je vous l'ai pas dit, on a trouvé un nom. Dans les commentaires, quelqu'un a trouvé son nom parce qu'elle se baladait de tous les côtés, vous avez trouvé ça assez rigolo. Du coup, on l'a appelée Goofy. Goofy en anglais ça veut dire maladroite et c'est aussi le personnage dans Disney donc je trouve que c'est plutôt cool, voilà. Je prépare tout ça, ce sera plus simple pour l'imprimante de le faire en A4 même si on va perdre un petit peu de papier ce qui est assez dommage mais bon c'est pour nous faciliter la vie parce que sachez que la tâche va pas être très simple non plus étant donné qu'on a une carte qui sera sur un recto verso pour avoir quelque chose qui soit qui tombe pile au bon endroit. On a toujours un petit décalage quand c'est les imprimantes de bureau comme ça et que c'est pas chez l'imprimeur. Je découpe mes papiers et là, comme je vous le dis, ça va être le moment où il faut s'armer de patience parce qu'il y a plus de ratés qu'il y a de réussite. Pendant que je galère à faire tout ça, je voulais répondre à une question que j'ai vu que vous avez été plusieurs à me poser. Donc je reprends la question de Simon qui était: le client te donne quoi exactement comme brief? Tu as carte blanche ou c'est lui qui demande les éléments à créer? Et c'est quoi le process de la demande? Alors dans le cinéma, j'ai pas tellement ce rapport de client. Moi, je vais vraiment être engagée par la production qui produit ce film. Donc, je vais faire partie de l'équipe déco au même titre qu'un scénariste fait partie de l'équipe de mise en scène. Vous voyez? Comme n'importe quel membre de l'équipe, je vais recevoir le scénario et je vais devoir le lire. Et de cette lecture, je vais devoir retenir toutes les informations qui vont me concerner en tant que graphiste. Donc pour ça, je m'écris des listes. Ça s'appelle dans le cinéma un dépouillement. Ce dépouillement-là, je vais le partager avec mon équipe de décoration et avec l'équipe de réalisation, la mise en scène. Tout simplement pour voir après de ma liste qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qui rentre dans le budget et qu'est-ce qui ne rentre pas. Et ça va évoluer en fonction des versions du scénario parce qu'il n'y a pas qu'une version de scénario. Peut-être que je rentre un petit peu trop dans les détails. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait justement une vidéo où je vous parle un petit peu de comment je travaille quand je reçois le scénario, quels sont les trucs que je dois faire et tout ça. On revient à nos moutons. J'ai enfin réussi à avoir plusieurs versions qui sont
travaillable, on va dire ça comme ça. Je m'en suis fait plusieurs parce que quand on fait des choses à la main, on sait jamais ce qui peut se passer avec ton objet, soit il peut être perdu, soit il peut prendre de l'eau, il peut être déchiré ou quoi. Et vu le temps qu'on y passe, on n'aurait pas le temps d'interrompre le tournage pour qu'on en crée un nouveau. Donc on en fait toujours plusieurs versions et on essaye qu'elles soient le plus ressemblant possible quand c'est des choses faites à la main pour une question de raccord. Petit passage à la plume, les empreintes digitales et tout de suite on se rend compte que ça fait beaucoup plus vrai. Je suis partie du principe que cet objet c'est un objet en carton, donc c'est un objet qui peut vite s'abîmer et pour ça il faut que je vienne le salir, l'abîmer, le déchirer et dans le cinéma c'est ce qu'on appelle la patine. Alors je pense qu'on pourrait même y aller un peu plus fort que ce que je fais dans la patine. En fait tout dépend de l'usure de l'objet qu'on souhaite dans le scénario. Ça pourrait être très bien un objet que le personnage principal vient d'avoir ou alors un objet qu'il a depuis un mois, donc t'as l'usure du quotidien, ou même un objet que c'est les arrière-petits-enfants qui vont trouver dans une boîte au fond du grenier et là l'usure n'est absolument pas la même. Dernière touche, j'ajoute les timbres et le tampon, étant donné que j'avais pas le tampon de la préfecture de la Savoie, ce qui est assez logique et normal, même si j'ai fait des petites recherches sur le bon coin pour le retrouver, je vous avoue. Dans la vidéo de ce que TikTok m'a fait acheter, j'avais acheté des petits tampons. Toujours quand vous faites des choses comme ça et que c'est sur les éléments finaux, faut faire des tests avant. À chaque fois que je l'encre pour la première fois, il est beaucoup trop imbibé d'encre, donc je viens un petit peu l'épuiser pour que au bout de, je sais pas, du 3e passage, ce soit le passage parfait pour pouvoir le mettre sur mon document. Ce tampon-là, on n'a pas besoin qu'il soit lisible, au contraire, on veut juste qu'il crée cette texture et qui donne ce sentiment de il y a un tampon mais on s'en fiche de ce qu'il y a écrit, ce qu'on veut savoir c'est qu'il y avait un tampon quoi. Et voilà, je crois qu'on est bon, je vous laisse avec le résultat final. J'ai essayé de faire une vidéo où je vous expliquais au maximum comment je travaille et c'est surtout pour que vous vous rendiez compte à quel point on peut passer du temps sur certains objets. Là, si on prend du début de la vidéo jusqu'à maintenant, j'ai passé un peu plus de 10 heures, je dirais, sur ces objets-là. Bon, après, on compte la phase de recherche aussi. Là, on part du principe que c'est des objets qui sont vraiment beaucoup vus et qui sont assez importants pour le scénario. Et finalement, ça devient un petit peu des petites œuvres d'art. Enfin, moi, j'adore les props comme ça parce que c'est vraiment des jolis objets au final. En tout cas, moi, j'espère que ce format un petit peu plus long vous aura plu. J'hésite toujours à vous faire des formats longs parce que même si je vous avoue que j'aime trop ce que je fais et que je suis assez passionnée, je peux parler très longtemps et j'ai pas envie que ce soit trop long pour vous non plus. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous préférez plutôt des formats courts ou des formats longs et je m'adapterai en fonction de ça, vraiment. N'hésitez pas à le dire. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!